Bonjour, je m'appelle Rémi Constantin. Aujourd'hui, je suis référent design transport à Rubica avec une spécialité qui est le design transport et automobile. Alors aujourd'hui, on va proposer une mini-série sur le design où on va essayer de faire rentrer les gens qui vont nous regarder dans les coulisses en fait, des cours qu'on donne ici. Alors aujourd'hui, on va parler d'une voiture néo-rétro que vous connaissez, française. On va parler de la Renault 4 e-Tech, la version moderne de l'ancienne 4L, que vous connaissez tous puisqu'elle a sillonné les routes de France pendant plus de 30 ans. Alors la Renault 4 originelle, elle est très simple, sans fioriture. Elle a une grande ligne de caisse qui parcourt la voiture, un capot très arrondi à l'avant, et puis cette ligne vient faire le tour de la voiture à l'arrière. Et puis on a également ce pare-brise qui est très droit, parce qu'à l'époque c'était plus simple et moins cher, qui vient se prolonger dans l'aile, et ensuite qui vient amorcer le toit arrondi, très horizontal. Et puis évidemment le détail de style très iconique de la Renault 4, c'est cette fenêtre trapézoïdale à l'arrière, sur le montant custode, qui fait toute son identité. C'est un design très simple, mais très reconnaissable, mais c'est quelques lignes qui résument la voiture. Alors, la Renault 4 originelle, quand elle a été conçue, elle avait pour but de concurrencer la 2 chevaux. Mais dans une version plus moderne, mise à jour, et surtout dans un contexte où les femmes prenaient le volant et les gens de la campagne allaient vers les villes. Il a fallu transporter des familles, transporter du mobilier. Le commanditaire du projet Renault 4 a demandé à ce qu'on crée un volume, une boîte dans laquelle on pouvait mettre absolument tout ce qu'on voulait. Et comme chez Renault, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire la conception d'un nouveau véhicule économique, ils ont pris un moteur de 4 chevaux qui était donc à l'arrière et ils l'ont mis à l'avant pour faire donc la première traction de l'histoire de Renault pour les véhicules particuliers. Le fait d'avoir pris ce bloc et cette boîte et de les avoir mis devant, c'est ça qui donne ce capot aussi long. Parce que, en fait, la boîte se retrouve devant le moteur. Le moteur qui empiète légèrement sur l'espace habitable. La boîte de vitesse se trouvant devant, il fallait bien l'actionner. On a une tringle qui prend la forme du capot et qu'on actionne après avec ce levier de vitesse, alors qu'on appelait trombone à coulisses, qui a fait peur à des générations de jeunes conducteurs. Mais en fait, le design du capot à l'avant est lié simplement à la contrainte technique qu'il y avait de déplacer ce moteur sur l'avant. Il faut savoir que chez Renault, il y avait une grande tradition de la carrosserie type break, utilitaire, bonne à tout faire. On peut citer la Juva 4 break, on peut citer la Coloral en version prairie, qui sont des voitures qui sont très très proches dans l'esprit, puisqu'on a là aussi un gros volume de chargement à l'arrière, une troisième vitre latérale. C'est quelque chose que Renault a repris à son compte et qu'il a voulu mettre dans un beaucoup plus petit volume. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette petite vitre trapézoïdale, mais en fait, elle est obtenue par la découpe de portière arrière, qui est un peu plus dynamique que sur un break traditionnel, où c'était beaucoup plus vertical. Alors, une autre particularité de la Renault 4, c'est qu'elle a un haillon qui fait toute la hauteur du coffre, contrairement à la 2 chevaux. Et on voit que Renault a déjà une espèce d'expertise sur la carrosserie break, parce que si on regarde la Renault 4 originelle, on a des petits feux, alors des petits feux verticaux de chaque côté. Verticaux, ils sont amincis pour qu'on puisse avoir le plus grand chargement possible. Et puis, ils sont dessinés sur la Renault 4 originelle avec des petites lampes. Alors, il y a 2 anecdotes que je voudrais partager avec vous. C'est d'abord que la Renault 4, elle a traversé 3 générations. Donc, elle fait partie du patrimoine français, mais même de l'imaginaire populaire pour la voiture des familles. Et ça a été une source d'inspiration pour beaucoup de monde. Notamment au Japon. À la fin des années 80, Nissan a lancé une série de petites voitures amusantes. Et sur un de ces 4 modèles, ils se sont très fortement inspirés de la Renault 4. Elle s'appelle la Nissan Pao et elle reprend les phares ronds à l'avant, cette calandre horizontale, elle reprend même les stries sur les côtés, les protections latérales. Elle est très inspirée par la première Renault 4, elle a même le haillon qui s'ouvre comme celle de 1962. Pour le reste, il s'agissait d'une Nissan Micra en termes de technologie. Mais ça montre bien que la Renault 4 est une source d'inspiration, et chez Renault aussi, puisque la première version du Duster, dans les maquettes exploratoires, était complètement inspirée par la Renault 4, même calandre.
avec des feux ronds, un coffre à l'arrière qui reprend les formes dessus de la Renault 4, une découpe des vitres quasiment identique. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, même si ensuite ils ont adouci et ils ont gommé la référence à la Renault 4 originelle, mais c'est peut-être aujourd'hui pour la raison pour laquelle le Duster de première génération a cette calandre très atypique, assez carrée, qui fait toute la largeur de la voiture. Ça devient évident que cette face avant est quelque part l'héritière de la Renault 4. Alors sur la Renault 4 e-Tech, donc la nouvelle version, la réinterprétation moderne, qu'est-ce qu'on retrouve? Cette ligne de caisse, ce capot arrondi évidemment, c'est ça qui fait toute la signature de la voiture. Et puis on a un pare-brise assez droit qui dans certaines versions haut de gamme se prolonge un petit peu comme un rappel de cette découpe d'aile avant par un sticker qui passe à travers la trappe de recharge électrique sur l'aile gauche. C'est assez malin, un peu comme sur une Mini, par exemple, d'avoir repris ce petit détail, ce gimmick, parce que ça permet de faire le lien avec l'ancienne génération. Après, on retrouve bien sûr le toit arrondi, on retrouve la découpe de portière et on retrouve la petite vitre trapézoïdale sur le montant de custode qui vient donner l'ADN de la Renault 4. Derrière, ensuite, on a le haillon, très plat, un peu plus arrondi que sur une Renault 4 originelle. Il est aussi très horizontal, ce qui pourrait le faire penser à certains moments à une Mini crossover ou à une Fiat 600. Mais on retrouve par contre les feux verticaux pour la largeur de chargement. Évidemment, la partie la plus iconique de la Renault 4, c'est cette calandre rectangulaire qui fait toute la largeur de la voiture. Ici, elle a été légèrement sculptée pour donner un peu plus de caractère à la voiture. Les feux ronds ont été repris avec des feux à LED, mais c'est simplement la signature de jour. Le vrai éclairage, il est à l'intérieur. Et puis, comme on l'a vu, il y a ce liseré en LED dans le pourtour de la calandre, qui fait tout le tour. On a le logo qui est éclairé par des LED, et puis on a les feux qui sont à LED également. Alors, quand on compare à la Renault 4, on pourrait préciser qu'il s'agit surtout de la version à partir de 1974, où on a cette calandre rectangulaire, légèrement chromée, avec les feux et le logo au centre. Ce qui me fait dire que finalement, le chrome a été remplacé par les LED. Donc on pourrait dire LED is the new chrome. Finalement, c'est quelque chose qui va se populariser beaucoup sur les voitures de série aujourd'hui. Mais je trouve que c'est particulièrement bien fait sur cette Renault 4 e-Tech. La Renault 4 e-Tech, c'est d'abord une plateforme électrique avec une batterie dans le plancher, un moteur à l'avant. Je trouve que le volume général de la Renault 4 est très proche de celui de la Mégane e-Tech, qui a été commercialisée au début des années 2020. Même architecture, même gabarit. Et je dirais même intelligence de conception. Comme on a un moteur électrique, on met le moteur où on veut, donc il a été repoussé très en avant. On a une batterie sous le plancher, ce qui fait qu'on a quand même un grand coffre. Et comme on a repoussé les roues sur les coins, on a énormément d'habitabilité au milieu. On pourrait dire que la Renault 4 e-Tech, c'est comme une Mégane qui a été rehaussée, avec le même volume au-dessus, mais la même intelligence de conception. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de contraintes sur un design comme celui-là. Il y a le plancher qui est assez épais. Et donc, quand on regarde de profil, il y a ce gros bandeau noir en dessous de la caisse qui n'a qu'une fonction, c'est de minimiser la hauteur de caisse et de camoufler, si on peut dire, la hauteur générale de la voiture. La Renault 4 e-Tech, c'est d'abord une coque. C'est d'abord un extérieur, un style reconnaissable, iconique. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Même si l'intérieur est globalement repris de la Renault 5, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Les sièges en jean, qui ont un tissu très spécifique. C'est pas un détail anodin, parce que on avait surnommé la première Renault 4 la voiture Blue Jean. Elle était pas chère, elle était pratique, elle était solide. Et puis on a ce e-shifter, comme l'appelle Renault, c'est-à-dire le sélecteur de boîte de vitesse automatique, qui est une forme un peu carrée, de section carrée, comme un Komodo. Moi, ça me rappelle les Komodo qu'il y avait dans les Renault 5, Renault 6, qui étaient carrés, avec une tige en métal, et qui avaient été réinterprétés même sur des voitures de génération type Renault 9, Renault 11, où on avait également ce Komodo carré.
les designers qui ont été en charge du design de la Renault 4 e-Tech, ça a été Alexis Marteau, qui est un designer très talentueux qui vient de chez Volkswagen, qui a créé la Talisman et qui là a signé la Renault 4 e-Tech sous la direction de Gilles Vidal. Rubika, quelque part, a participé un peu au design de cette Renault 4 e-Tech, puisque Maxime Parchemin, diplômé 2020, a dessiné le concept car Renault Forever Trophy, qui a annoncé le véhicule de série, mais il en a fait une version extravertie, qui rappelle les aventures du 4L Trophy, qui fait le lien avec le côté un peu tout-terrain de la voiture. Il a fait des sketchs fabuleux et il a participé quelque part à l'aventure Renault 4. Le détail qui claque pour moi sur cette voiture, c'est le pare-choc. C'est une pièce un peu sous-estimée, mais si on la regarde de plus près, elle évoque les vieux pare-chocs tout droits, qui étaient en métal sur la Renault 4, et elle évoque même les butoirs qu'on avait, les bananes, qui permettaient de protéger le pare-choc en métal des petits chocs du quotidien. Et si on regarde le profil des fausses prises d'air, par exemple à l'avant, on voit bien que c'est un butoir à vue de profil. Il est cité, il est intégré, on ne le voit pas du premier coup, mais si on se rappelle que Gilles Vidal à l'époque travaillait chez Peugeot, il avait également créé la Peugeot e-Légende. Cette Peugeot e-Légende était faite pour évoquer la Peugeot 504, dessinée par Pininfarina, qui avait elle-même des pare-chocs en métal. Et si on regarde le dessin de la Peugeot e-Légende, sur la partie basse, juste en dessous des phares, on voit une barre de plastique noire qui évoque le pare-choc. De cette manière, je trouve ça très subtil, très bien vu, et ça donne beaucoup de sens. Je trouve que c'est vraiment le détail qui claque sur cette voiture. Pour moi, il y a un petit détail sur cette voiture qui mérite le titre de détail qui cloche. Si on regarde le capot est sculpté, il est bombé, il y a des lignes dessus. Et sur la Renault 4, ces lignes se prolongeaient sur le bas de pare-brise, la baie de pare-brise. Et en fait, il y avait une large prise d'air verticale qui permettait d'aérer l'habitacle. Sur la Renault 4 e-Tech, alors déjà, il n'y en a pas une, mais il y en a deux. Elles sont posées sur le capot et elles sont factices. Il y a peut-être une très bonne raison, mais pour l'instant, pour moi, c'est le détail qui cloche. Le design néo-rétro, comme celui de la Renault 4 e-Tech, c'est une recette qui fonctionne toujours. On joue sur l'émotion, on joue sur les souvenirs, sur l'histoire qu'on a pu avoir avec la marque. Donc forcément, c'est quelque chose de très séduisant. Volkswagen l'a fait, Fiat l'a fait, Ford avec la Mustang l'a fait. Si on se nourrit uniquement de ce qu'on a déjà produit, on tourne en vase clos. Et à un moment, je pense que sur une marge de la production, c'est important de bien conserver son patrimoine. Mais je pense également qu'il faut savoir complètement se renouveler pour apporter de la nouveauté, comme ces voitures à l'époque en ont apporté. Peut-être les voitures qu'on conçoit aujourd'hui, ça serait bien de se dire comment on pourrait les percevoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, savoir si elles vont tenir dans le temps et savoir si elles auront ce potentiel d'émerveiller les foules en 30 ans.